est une contradiction insoluble. Il faut envisager d'arrêter ces secteurs, puis les démanteler. L'auteur signifie que, dans l'économie capitaliste, les entreprises n'initieront pas cette redirection des secteurs d'activité. Seules des contraintes extérieures, politiques ou environnementales pourraient les y forcer. Ce que je disais tout à l'heure, cette utopie des contraintes extérieures qui viendrait finalement forcer la décision des propriétaires des moyens de production. Voilà. Donc à ce stade, moi je suis en opposition assez claire avec l'auteur. Alors d'une part on pourrait citer l'exemple de différentes bifurcations technologiques qui peuvent être mises en œuvre par des entreprises, par exemple la voiture électrique. Les plus grands constructeurs automobiles ont maintenant des filières électriques. Le nombre de véhicules produits par les grands constructeurs occidentaux n'ont cessé de chuter depuis les années 70. Il y a aussi l'exemple des constructions d'infrastructures d'énergie renouvelable, des boîtes vertueuses comme Total Energy ou EDF s'y sont mis. Les entreprises peuvent donc bifurquer à leur mesure, dans le cadre actuel, bien sûr, c'est-à-dire elles aussi modifier la finalité de leur production ou les modalités de cette production pour peu que cela soit rentable dans le cadre capitaliste. Donc ça déjà c'est un bémol sur cette notion de changement de direction sur les modalités de production, y compris dans le cadre capitaliste. Elles sont capables de le faire pour peu qu'il y ait du profit à se faire. Olivier Lefebvre donne l'exemple d'une proposition d'étude qu'il avait faite dans son entreprise de robotique qui visait à vérifier la compatibilité de leurs sujets de recherche et développement avec les scénarios de transition écologique au niveau national et international. Cette proposition d'étude lui a été refusée, ça a été une des causes de sa démission, par son directeur opérationnel au motif suivant. Nos investisseurs ne la réclament pas, cette étude, pour vérifier la compatibilité des sujets de recherche avec la transition écologique. Donc ça lui a été refusé parce que nos investisseurs ne la réclament pas, cette étude, nos clients non plus, et les employés ne s'en préoccupent pas. Alors, donc il est évident que dans le cadre capitaliste, les indicateurs financiers dictent la stratégie. On ne pouvait donc pas attendre de la part de ce directeur qu'il défende un autre point de vue que celui des investisseurs et des clients. Mais le dernier point cité par son directeur est peut-être le plus important et n'est pourtant pas relevé par Olivier Lefebvre, à savoir tes collègues ne sont pas sensibilisés au sujet. N'y avait-il pas là matière pour Olivier Lefebvre à se sentir faire partie d'un tout commun, d'un ensemble de travailleurs en capacité, en légitimité, même son directeur le lui dit, à renverser le cours des choses. Une organisation collective des travailleurs aurait pu porter la contradiction et bloquer les projets d'études robotiques inutiles voire néfastes. Alors évidemment, pas uniquement à l'échelle d'une petite entreprise, à l'échelle de pans entiers de l'économie et de la société, on en est bien convaincu. Il existe des organisations syndicales des secteurs de l'innovation, on en connaît, qui revendiquent une redirection, des sujets de recherche vers les low-tech, et ce n'est pas encore tout à fait la décroissance, mais c'est un début. Alors, je continue sur la suite de mes remarques par rapport au bouquin. Donc c'est la condition même de travailleur qui définit à la fois la légitimité et les moyens d'action les plus efficaces des ingénieurs. Un ingénieur n'est rien sans son travail, à la différence d'un rentier qui vit aux dépens du travail des autres. C'est donc sur la base de cette ambivalence qu'il conviendrait d'amener la contestation sociale au sein des entreprises et administrations. Les décideurs politiques, financiers, etc. ont besoin des travailleurs, ingénieurs compris, mais nous pouvons nous passer d'eux. Le syndicalisme révolutionnaire offre une voie à la contestation sociale et environnementale dans le cadre de l'entreprise. Plutôt que de l'extérieur, encore une fois, aller dynamiter des antennes 5G déjà fabriquées, avec, on le sait, un risque de répression étatique associé, imposons plutôt de l'intérieur à nos patrons d'arrêter de nous faire produire ces antennes et de nous faire faire des recherches sur la 6G ou la 7G. Le syndicat permet à la contestation de librement s'exprimer avec la légitimité de travailleurs de l'intérieur qui ne confondent pas leur intérêt avec celui de leur patron. Et le syndicat doit aussi permettre d'organiser la production future. Et donc doit nous permettre de prendre les décisions de commencer, de continuer, de ralentir ou d'abandonner un secteur de production. Et donc ces décisions, elles peuvent être prises par une collectivité constituée de corps organisés de travailleurs et de citoyens de la commune. Alors, quand on parle de la commune, c'est une entité géographique ou politiquement à une échelle suffisamment petite de façon à ce que les gens puissent être en capacité de se réunir et de décider pour des choses qui concernent cet échelon.
Voilà, donc alors, plus grave selon moi, donc l'auteur effectivement pense impossible que les travailleurs par eux-mêmes et pour eux-mêmes aient un jour la force de rediriger la société. Il ne l'envisage pas, car pour lui, cette volonté de transformation doit venir exclusivement de l'extérieur de l'entreprise et de façon politique. Alors, c'est illusoire, puisque c'est sur le lieu de travail que se génèrent les conflits de classe et par conséquent leur résolution. L'orientation de la production doit donc se faire en commun accord entre les travailleurs de ces secteurs et le reste de la société. Si l'on veut faire abandonner la production d'armes ou l'extraction de pétrole, il faudra envisager avec les salariés de ces secteurs d'activité leur reconversion plutôt que de les y contraindre. En effet, ils risqueraient alors dans ce cas de prendre le parti de leur patron, ça s'est vu dans le cadre de lutte corporatiste, donc le patron pourra alors présenter l'activité de l'entreprise comme étant un caractère social, préservant l'emploi, comme si son entreprise était alors une forteresse assiégée par les écologistes. Pour ne prendre que l'exemple de l'industrie nucléaire, cette technologie qui pose en tant que telle le problème de la gestion à très long terme des déchets par un corps de techniciens et d'ingénieurs spécialisés. On ne peut pas laisser n'importe qui décider si oui ou non il faudra enterrer les déchets, ou les retraiter, ou les stocker à l'air libre. Quelle que soit la société, pourtant, la question des déchets se pose. Ces décisions doivent être prises en commun, mais surtout en connaissance de cause, en accord et sous la gestion des travailleurs du nucléaire, qui sont amenés, d'ores et déjà aujourd'hui, à démanteler les centrales existantes. Alors, commentaire suivant, il est hors de question dans une société libertaire de laisser les travailleurs continuer à produire, comme si de rien n'était, des produits inutiles ou néfastes. Mais il n'est pas non plus question que de l'extérieur à leur centre d'intérêt et moyens de subsistance, une classe politique décide à leur place de ce qu'ils devraient produire. L'anarcho-syndicalisme, ou syndicalisme révolutionnaire, est une solution à cet apparent dilemme en proposant l'articulation de la défense des intérêts immédiats avec la production de biens communs, dans le cadre de luttes réformistes d'abord, ce que les Espagnols appelaient la gymnastique révolutionnaire en 1934, pour à terme être en capacité de bâtir un autre système de production de richesse, et s'il le faut, après avoir détruit ou recyclé une bonne partie du système de production actuel. Cela implique que le syndicalisme doit sortir de son précaré corporatiste. Pour reprendre la formule de Pouget, rien n'est étranger au syndicat. Le syndicat doit proposer, comme le dit la charte d'Amiens, une structuration à la société future. D'une part, les travailleurs sont les plus aptes à savoir faire tourner leur machine économique et donc les plus légitimes à décider de l'arrêt ou des changements des modalités de production. D'autre part, le pouvoir se constitue dans notre société sur la création de richesses captées par une minorité de propriétaires. Cela signifie que ceux qui peuvent peser sur le cours de la société sont les travailleurs, car toute la structuration sociale découle de leur capacité de travail. Dans la charte d'Amiens, le syndicat est un outil de lutte au quotidien, mais aussi l'outil d'organisation de la société de production future. Dans le modèle anarcho-syndicaliste, la société est organisée par fédération de producteurs et de consommateurs. C'est pourquoi la redirection de pans entiers de l'économie ne peut donc se faire qu'avec et par les travailleurs eux-mêmes, ce que sont aussi les ingénieurs. Voilà, donc j'espère que c'était pas trop long, ni trop rapide, ni trop technique. Voilà, donc bon, je sais pas, je propose de discuter, sur les sujets qui vous intéressent. Juste vous présenter un exemple de tract. On est en campagne électorale dans l'entreprise, voilà. Et pour une véritable responsabilité écologique d'Orange, donc que certains ici connaissent. Et je pense que la plupart d'entre nous, on pourrait qu'être d'accord au moins avec les paragraphes d'introduction, quoi. Il est désormais acquis que la défense de l'environnement est déterminante pour la survie du vivant. Les modes de production actuels basés sur le profit immédiat détruisent l'écosystème et les plus pauvres en sont déjà les principales victimes. Mois après mois, les records de température sont battus. J'abrège, les catastrophes environnementales se succèdent avec des conséquences importantes. Les scientifiques alertent et rentrent pour certains dans la désobéissance civile. Le vice-président du GIEC, qui n'est pas connu pour être un révolutionnaire, en 2015, dit lui-même: le capitalisme est incompatible avec la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, il y a beaucoup d'autres questions environnementales qui se posent que strictement le réchauffement climatique, l'accès à l'eau. Un être vivant ne peut pas vivre plus de 3 jours sans eau. Les cocktails de polluants chimiques, l'épuisement de ressources naturelles non renouvelables, la 6e extinction des espèces, etc. Donc voilà, donc ça c'est le début d'un tract qu'on a fait. Alors ça peut sembler anecdotique, ça peut sembler bien peu de choses au regard des enjeux, évidemment. Mais en tout cas, on essaye de créer du débat, on essaye d'avoir des lieux et des moments d'échange avec les collègues, avec les autres organisations syndicales,
où on aborde ces questions-là, et l'objectif, évidemment, c'est d'être assez costaud à terme pour pouvoir remettre en cause des décisions de l'employeur. Bon, moi, j'étais à une réunion où il y avait un directeur de recherche qui disait, donc dans cette entité innovation, là, qui disait que de toute façon, l'objectif d'une entreprise, de façon tout à fait réaliste, mais aussi très cynique, l'objectif d'une entreprise, c'est de réaliser du profit, donc c'est pas la décroissance, ça fait pas partie de l'équation en fait. Donc on reparlera de la décroissance au mois de janvier avec le bouquin de Timothée Paris qui Ralentir ou périr. Ce sera une excellente passerelle. Toujours est-il que, bah oui, effectivement, si aujourd'hui la finalité d'une entreprise, enfin de ce qui crée des richesses qui ne sont pas partagées entre tous, c'est le profit, et que le coût du profit, c'est la destruction du vivant, bah peut-être qu'il faut tout simplement changer et détruire ce système, quoi, voilà. Et c'est ce à quoi les travailleurs sont à la fois légitimes, mais aussi les plus en capacité de le faire. Voilà, donc voilà, sur ces petites notes-là, je vous laisse. Je ne sais pas s'il y a des questions, alors j'ai été très verbeux sans doute. Voilà. Mais on peut parler de ce que sont les ingénieurs, l'aliénation d'entreprise aussi, si vous voulez. Et voilà, c'est la parole entre tout le monde. Enfin, je ne sais pas, on ne va pas faire des questions-réponses comme ça. Surtout qu'il y a d'autres ingénieurs dans la salle. Donc, voilà. Il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour répondre aux questions qui concernent l'ensemble de la société non plus. Oui, l'aliénation des ingénieurs n'est pas propre l'aliénation des ingénieurs au travail. C'est ça. Elle n'est pas propre aux ingénieurs. C'est quelque chose qu'on trouve partout. Enfin, dans le cadre, mais qu'est-ce qui fait la spécificité? Pourquoi du coup c'est. Pourquoi le livre le présente comme spécifique Ouais. Alors, ouais, j'en ai parlé, alors peut-être un peu vite, hein, mais donc effectivement, donc Olivier Lefebvre dit que donc ça peut sembler un peu indécent de se questionner sur les états d'âme des ingénieurs, dans la mesure où bah, c'est pas les salariés les plus exploités dans l'entreprise. Voilà. Alors, il parle de l'aliénation dans le monde du travail et l'aliénation des ingénieurs en particulier. Lui, ce qui l'intéresse, c'est parce il est convaincu que les ingénieurs sont l'épine dorsale de ce qu'il appelle le technocapitalisme. Donc en fait, le corps social constitué qui permet au capitalisme de se reproduire au travers de l'innovation et au travers du développement des technologies. Donc lui, en tant qu'ancien ingénieur, souhaite s'adresser à des ingénieurs pour leur dire réfléchissez aux conséquences de vos actes et bifurquez. Voilà. Donc il le dit hein, à un moment, effectivement. Donc même si effectivement la question on va dire de la réappropriation du travail par les ingénieurs est une des questions sociales qui se posent, elle est pas centrale, enfin peut-être pas centrale. Toujours est-il que lui, en tant qu'ingénieur, il connaît cette question-là, il pense que c'est important de la traiter, parce que le développement du capitalisme dépend des technologies, voilà. Et donc ce qu'il dit, c'est que s'il y a des ingénieurs qui veulent déserter, comme beaucoup de jeunes diplômés, qui pour pas mal d'entre eux d'ailleurs étaient issus de grandes écoles d'ingénieurs, AgroParisTech, bon, il y a même un collectif à Polytechnique qui s'appelle Les Infiltrés. Il y a la Centrale Nantes tout récemment, là encore. À l'INSA, j'ai vu ça aussi il n'y a pas longtemps, l'INSA je sais plus, à Lyon, je crois. Voilà, donc il y a dans les écoles d'ingénieurs aujourd'hui, il y a des jeunes qui se questionnent sur l'impact du métier d'ingénieur, qui se questionnent sur ce qu'on veut leur inculquer et sur l'impact de leur activité,
Donc sur le vivant, en fait, voilà, tout simplement. Typiquement, ceux dont on a peut-être le plus entendu parler, c'était le discours des agro-paritech à leur remise de diplôme. Effectivement, donc c'est une grande école, anciennement NGREF, École nationale des eaux et forêts, qui formait les hauts cadres de l'administration d'État et des grandes entreprises du CAC 40, on va dire, de l'agroalimentaire par exemple. Donc si des jeunes aujourd'hui se posent la question de refuser de travailler pour une boîte comme Nestlé, Danone, qui vont consommer énormément d'eau, qui vont générer énormément de transport, qui vont pour maximiser le profit. Donc ça peut être intéressant de se poser, de s'intéresser à cette question-là. On avait fait une autre causerie sur le bouquin de Marine Miller, journaliste du Monde. C'est Jean-Pierre Tertrais, notre camarade, qui l'avait animé. Donc cette causerie, elle est un peu dans la suite en fait de cette question des déserteurs, quoi. Et des gens qui se posent des questions sur le sens qu'ils veulent donner au travail. Alors peut-être c'est aussi une question qui est arrivée beaucoup après le Covid, ou pendant le Covid. Mais qui n'est pas du tout effectivement spécifique aux ingénieurs. Oui, je trouve ça ouvre pas mal de pistes. Moi, je verrais deux types de pistes déjà. À la question que faire, il y a une autre question, c'est qu'est-ce qui a été fait de suffisamment bon, sur quoi s'appuyer. Et là, il y a déjà des pistes. Je vais ça. Et il faut que ce qui a été fait, qu'on trouve suffisamment bon, soit intéressant. Pas seulement nouveau et intéressant, mais intéressant dans tous les sens du terme, et puis concrètement intéressant. Et ça, c'est la question des exemples vivants, et les faire circuler. C'est-à-dire qu'il y a déjà des gens qui font des choses de toutes sortes, aussi bien, qui peuvent paraître marginales, aussi bien intérieures du système, et puis ça marche à petite échelle, mais ça marche d'autant mieux que les gens les ingénieurs, là je parle de manière vague, ingénieurs, mais ils trouvent une forme d'accomplissement dans leur travail. Et ça, c'est le deuxième point. Il y a dans les arguments, c'est ça qui m'a paru vraiment très intéressant, c'est quelles sont les prises pour changer. Bon, il y a déjà des réalisations, sporadiques, dont on peut penser que ça finira par être digéré et récupéré par le système, mais parce que c'est une histoire de rapport de force. Ceci dit, il y a des prises peut-être, que vous avez énoncées. Il y a prise sur quoi? Il y a prise sur ce qui est appelé dissonance cognitive, c'est-à-dire que les gens ne sont pas contents de ce qu'ils font tout à fait, ils se posent des questions, qu'ils étouffent peut-être. Bon. Et en même temps, c'est là qu'il y a un truc intéressant aussi, c'est qu'ils se donnent des raisons, sans arrêt. C'est pas simplement, ils ne sont pas, comme disent les médias, et aussi au-delà des sociologues, des ethnologues, et tout ça, trop souvent, ils nous réduisent en êtres de passion, d'imaginaire et compagnie. Mais quand on est ingénieur, notamment, on rationalise, et on rationalise pas, sans doute, dans un délire complet, aussi par rapport à des expériences. Et je termine là-dessus, il y aurait sans doute dans les points d'engagement, dans des discussions, à l'intérieur des cercles de travail, justement à argumenter sur les raisons et désamorcer les argumentations qui sont avancées, aussi bien par les ingénieurs que par ceux que vous avez cités, avec cette argumentation tout à fait, je ne sais pas si c'est assurable après le cynisme, mais bon, de toute façon, c'est pas intéressant, votre projet de recherche, parce que nos investisseurs ne s'intéressent pas à ça.
les clients non plus, puis vos collègues non plus. Et c'est vraiment mettre, comme vous l'avez dit, étaler les endroits, les zones où il y aurait sans doute à intervenir. Aussi faut-il, je reviens au point, qu'est-ce qui se fait? C'est l'idée de contre-expertise et de contre-analyse et de contre-recherche. Mais là, bon, ça, c'est là où il y aurait sans doute quelque chose à faire pour damner le pion en présentant des alternatives, qui ne sont pas des alternatives qui seront vécues comme folklore. Moi je suis assez sceptique. Bon, il faudrait faire l'inventaire sur les ZAD, comme ça, que je ne connais pas de près, mais quelque chose qui gêne de l'intérieur les rouages du système sans pour autant gêner totalement des gens qui se posent moins de questions. Oui, je te rejoins quand tu dis que les ingénieurs, pourquoi spécialement les ingénieurs? On pourrait dire la même chose, des agriculteurs, des gens du monde de la banque et de la finance, c'est-à-dire chacun là où il est pourrait contribuer effectivement à une bascule, enfin à faire un petit bout du coin de la bascule de quelque chose de plus grand, quoi, faire effet levier. Donc ça, je suis assez d'accord avec ça. Après, le fait de changer depuis l'intérieur de l'entreprise, moi j'imagine mal aller voir les gens de chez Thales et de leur dire l'année prochaine on arrête de fabriquer des armes, quoi. Et même chose, si tu vas voir un patron d'une opération télécom pour dire on va pas faire de 5G, 6G, on va s'arrêter à la 4G. Tant qu'on est dans un monde libéral de concurrence, on va dire si c'est pas nous, ça va être le concurrent qui va le faire, et puis du coup autant fermer boutique tout de suite. Donc le basculement vers quelque chose d'autre, moi je ne vois pas les salariés de Total aller voir Pouyanné pour lui dire hey, patron, il serait bien que dans 5 ans on fasse autre chose que du pétrole, quoi. Donc il y a une inertie du système, et là j'ai pas la réponse à ça, sur dire est-ce qu'on peut bifurquer lentement mais sûrement en faisant un petit peu mieux que de la RSE comme tu disais, ou est-ce qu'effectivement il n'y a pas besoin de foutre par terre un système, mais pour le remplacer par quoi? Enfin, il y a là la discussion, et du coup on va discuter dans un autre cadre, mais le côté les salariés sont les mieux placés pour faire changer. Moi je pense qu'un salarié qui est chez Total qui veut faire changer les choses, il va bosser ailleurs que chez Total, quoi. J'ai du mal à imaginer un autre scénario. Alors moi je suis un ancien ingénieur qui a douté beaucoup, hein, donc un peu bifurqué, voilà. Donc même il y a 40 ans il y avait des ingénieurs qui doutaient. Après je suis devenu coach qui doutait, après thérapeute qui doutait, maintenant je suis retraité qui doute. Donc voilà, donc voilà. Alors après il y a plein de trucs qui bougent. J'ai juste une actu là d'aujourd'hui. J'ai envie de partager avec vous, hop, dès que ça se rallume ça. Tribune, étudiants et étudiantes ne travailleront pas pour BNP Paribas tant qu'elle financera le développement des énergies fossiles. Une lettre ouverte, 1240 étudiants issus d'universités et de grandes écoles, AgroParisTech, École Polytechnique, HEC, ont envoyé une... Alors pourquoi il ne s'affiche pas tout? Voilà, s'engage à ne pas rejoindre les rangs de la Banque française en raison de son soutien de nouveaux projets d'extraction de pétrole. Voilà. Donc là, c'est pour qui je veux bosser et dans quelles conditions. Voilà. Je pourrais discuter, moi, pendant les dernières années de ma carrière, j'ai fait 50 formations à l'INSA de Rennes sur éthique pour les ingénieurs, pour les amener à se poser des bonnes questions. Voilà. Donc, donc tu es en plein dans le sujet. Voilà, partager avec vous. Si je peux rebondir là-dessus, je pense qu'on est quelques-uns du coup à être étudiants en ingénieur en ce moment. Et moi je me posais la question de comment faire changer du coup la formation ingénieur de l'intérieur, sachant qu'il y a plein de domaines qui... Enfin, un exemple, par exemple, nous on est en électronique télécom. Dans les télécoms, les seules entreprises vertueuses que j'ai trouvées télécommunications, c'était des entreprises qui avaient développé leur réseau une fois, qui avaient des petits forfaits très sobres, qui du coup, ils n'avaient plus besoin d'ingénieurs, quoi. Ils avaient développé leur réseau, c'était bon, il n'y a plus besoin. Donc comment est-ce qu'on peut conjuguer le fait qu'il y ait... Enfin, ils auront forcément besoin d'embaucher moins d'ingénieurs, mais nous, on étudie toujours ça. Donc comment est-ce qu'on... Enfin, je vois pas comment conjuguer le fait qu'il y ait besoin de moins d'ingénieurs et le fait de mettre ça dans nos formations. En fait. Enfin, on va pas aller à des formations pour qu'ils nous disent bon bah au final vous allez peut-être servir à rien et ouais, voilà. Moi j'ai fait l'autre un petit peu. Je veux juste savoir du coup t'enregistres le son. Oui mais je peux arrêter si tu veux à ce moment-là. Ça va où après du coup c'est pour savoir. C'est TVRN et YouTube. Le YouTube. Tout sera diffusé sur TVRN.
Ouais, voilà. Mais là, je peux arrêter pendant que tu parles. J'aime pas Ouais, t'enregistrer. ouais, pas de soucis. Du coup, moi j'ai pris une note vite fait, je vais lire mon téléphone. Tu dis que les ingénieurs c'est des travailleurs comme les autres, et c'est pas vraiment vrai parce qu'il y a certains ingénieurs qui ont un rôle d'encadrement. Ils vont. Il y a une liste que j'ai trouvée sur un article que je peux vous passer après, mais ils vont faire des consignes de travail, écrire des normes, poser des cadences, superviser le travail des autres, coordonner toute la production, quoi. Et du coup, en faisant ça, ils vont concentrer une expertise technique, ils vont déposséder les travailleurs de leur expertise technique, quoi, dans le but de maximiser la rentabilité qu'on peut extraire la valeur qu'on va extraire de travail d'autres, quoi. Du coup, en sens, c'est un travail d'encadrement qui est un peu indirect, quoi, qui n'est pas genre en mode on donne des ordres, mais ils vont créer une infrastructure, créer cet ensemble qui va contraindre les gens à travailler de certaine façon. Du coup, c'est pas les travailleurs comme les autres, comme les prolétaires qui subissent totalement le travail. C'est le prolétaire quand même, juste. Voilà. Et, tu veux répondre vite fait? Ouais, juste là en fait quand on parle des ingénieurs, c'est les ingénieurs techniques en fait. Enfin voilà, pas. Mais effectivement, il y a la question des bullshit jobs et des travailleurs inutiles en fait. Si tu finis des cadres de travail, des normes, tout ça, tu peux être très technique, tu peux être très très bon, tu peux être très qualifié, t'as pas besoin d'un bullshit job, tu vois. Genre. Bref, bon voilà. Ouais, du coup après moi le bouquin, direct quand je vais commencer sur la causerie, je me suis dit c'est un truc qui se fait à la marge, quoi. On parle d'étudiants de gauche qualifiés qui sont un peu écolos de gauche, machin, bref. C'est toujours le problème quand ça, c'est une espèce de marge qui a envie de déserter, mais je pense que dans l'histoire, c'est pas un bouquin, mais c'est intéressant de le mettre, c'est qu'en fait, je pense qu'il y a eu plein de mouvements, tu l'as évoqué, je pense qu'il y a eu plein de mouvements de jeunes qui se sont barrés de leur formation, tu vois, je pense que c'est depuis très longtemps, et ça aurait été bien de le mettre dans le bouquin pour montrer que ça marche pas, en fait, c'est dans le discours politique, tu vois. Voilà, il y a plein de gens qui restent dans les boîtes, comme moi, comme toi aussi, qui ont leurs raisons, tu vois. Voilà, après, surtout de rejoindre les orgas, comme les soins monétaires et compagnie, c'est super, mais en fait, ces orgas-là, elles sont pas non plus très critiques de la gauche. On voit que la gauche arrive au pouvoir dans plein de pays, genre au Chili, en Grèce, dans plein d'endroits, et en fait, ça ne change pas grand-chose, ils font plein de promesses électorales, et en fait, ils n'ont pas la puissance politique de pouvoir contrer le capital et ses besoins de valorisation, quoi. Du coup, bon, il faut rester critique par rapport à ça quand on va là-bas, je pense que c'est un peu un message de tout le monde qui se retrouve dans ces mouvements-là. Ensuite, du coup, moi je pense que ça aurait été bien de dire qu'en fait les ingénieurs aussi, ils ont pas mal de pouvoir entre eux, comme tout le travail, ils peuvent se mettre en grève. Ils ont aussi beaucoup d'infos sur tous les processus de production. Toi, tu es étudiante là-dedans, et plus tard, vous allez travailler dans les boîtes, c'est quasiment certain, tu vois. Vous n'avez pas d'infos sur comment ça fonctionne la production là-dedans, où est-ce qu'on peut bloquer, plein d'infos sur la cartographie des réseaux internet, il y a plein d'infos intéressantes pour après saboter, pour pouvoir stopper la production, faire des grèves efficaces, tout ça, bref, il y a plein de trucs à faire là-dedans. Voilà, moi je suis assez critique du truc autogestion, low-tech et compagnie, il y a besoin de trucs hyper compliqués, des scanners pour soigner les cancers et compagnie, le truc low-tech, je suis pas là-dedans, quoi. Il faut vendre un monde quand même qui fait plaisir aux gens qui ont envie de se battre, quoi. Voilà. Après, le truc sur les syndicats, c'est un peu... Enfin, tu disais tout à l'heure que notre environnement social il a un peu changé, quoi. Et le fait nos conditions de travail ont changé, qu'on n'est plus tous en CDI avec des postes assurés, quoi. Il y a plein de contrats précaires, de l'intérim. Moi, je suis auto-entrepreneur, je suis freelance. Si tu veux pas faire grève, quoi, tu veux faire grève, tu veux pas trop syndiquer. C'est dur de connecter avec tes collègues, quoi. Du coup... moi, ce message hyper syndical, je trouve que ça marche pas trop, quoi. Ça marche pour plein de gens, mais juste, il faut aussi composer avec d'autres manières de s'organiser, quoi. Et c'est pour ça que, notamment au moment des retraites, là, il y a eu des initiatives d'AG autonomes, un peu comme Contrôle N. Donc c'est une AG de rhumaticiens à Rennes, quoi. On était une trentaine pour un mouvement, puis on s'est rassemblés, des gens syndiqués, des totos comme moi, des communistes, des anards. En mode, le syndicat classique, c'est un peu trop rigide, voilà, on va faire un truc un peu différent, du coup, peut-être une nouvelle piste, quoi. Et voilà, après, il y a plein d'idées techniques et tout ça, et ce qui manque souvent, c'est la puissance politique, en fait, et du coup, ce qui manque, c'est s'organiser collectivement pour, après, attaquer le système, quoi, être offensif, parce qu'en fait, on a un système qui est organisé pour valoriser le capital extrêmement bien, quoi, et du coup, il y a une phase de neutralisation, une phase de destruction qui va arriver, quoi. Et ça, cette organisation collective, est-ce qu'on fait dans les luttes et pas ailleurs, quoi, donc faut être là. Et voilà, c'est un peu ce que j'ai noté pour l'instant. Voilà. Je vais essayer de parler une femme avant. On fait pas, on a mis une femme, non? Parce que ça, pour moi, c'est dans le sujet, entre autres, hein, sur le côté
vision machisme, voilà, équilibre des énergies et des sources des envies d'agir. Moi, je crois beaucoup à la jeunesse et au féminisme pour changer pas mal de logiciels dans les entreprises. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est faire la différence entre technologie, ingénierie, management et science. J'ai eu l'occasion de bosser aussi pour des doctorants sur quoi faire de ma thèse, etc. Et je pense que par rapport au rééquilibrage sur les valeurs de société, sur ce qui peut changer, aujourd'hui le problème c'est que les gens qui ont la connaissance technique et scientifique sont payés par les boîtes privées. Parce que le service public s'est complètement dépouillé d'une recherche publique autonome et d'une expertise autonome qui permettent d'évaluer les risques technologiques, de construire des projets avec une évaluation indépendante. Aujourd'hui, c'est les labos pharmaceutiques qui fournissent les études à l'agence du médicament pour savoir s'ils sont tolérables ou pas, etc. C'est les chimistes qui disent si leurs produits chimiques sont dangereux ou pas. Ils ne vont pas être beaucoup embêtés. Donc, là, comme on est dans un contexte libertaire, moi, la question que je me pose, c'est si on veut vraiment créer un contre-pouvoir qui serait un pouvoir public collectif avec de la science citoyenne, donc effectivement un boulet démocratique plus une expertise indépendante, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait quand même aussi une forme de service public de la science, d'État. Voilà. Et moi, j'aimerais bien voir un petit peu le commentaire des gens parmi vous qui sont plus sur cette vision libertaire en disant bah non, il ne faut pas d'État parce qu'il faut de l'autonomie locale, etc. Comment on crée cette capacité-là d'avoir des sciences de bon niveau au service de l'intérêt général. Voilà. Et ça, c'est pas une question d'ingénieur, enfin c'est une question scientifique, mais aussi d'appropriation citoyenne de la connaissance. Je suis pas sympathique, désolé. Il y avait une prise de parole là-bas, je crois. Enfin... Non, mais du coup j'ai un peu perdu le fil. Ouais, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur l'organisation du travail par les ingénieurs, je pense qu'il faut bien distinguer le boulot de recherche et développement. Tu t'as dit que tu étais ingénieur, donc du coup que tu connais, qui est informaticien, tu vois, où tu vas faire le travail en réalité, tu vas pas le déléguer à quelqu'un d'autre, ça va pas être des tâches que tu vas hacher comme ça pouvait être le cas sur des chaînes de production au 19e siècle, où là vraiment on avait une classe séparée de collaborateurs qui travaillaient directement avec le patronat. Enfin, mais par contre je pense que pour revenir sur le sujet du potentiel un peu révolutionnaire des ingénieurs, parce que finalement c'est un peu ce qui est à la limite intéressant dans le bouquin qui a été discuté, c'est que la plupart des gens dans ce milieu-là, une fois qu'ils sont sortis des études et donc qu'ils ont perdu un petit peu enfin je ne veux pas vous dégoûter direct, qu'ils ont perdu un petit peu l'illusion de la capacité des travailleurs à peser sur l'organisation du travail, sur le but de l'activité, sur la recherche de profit qui est au centre de tout ce qu'on fait, dans tous les jobs qu'on fait, quels que soient les domaines dans lesquels on bosse, en fait en réalité il y a une certaine acceptation des équilibres de la société, liée au fait que la situation est confortable et donc acceptable. Et ce que j'ai l'impression, ce que le bouquin met en avant, c'est que le truc n'est plus acceptable parce qu'il y a l'effondrement écologique, et donc ça va pousser des ingénieurs qui ont une situation matérielle confortable à aller chercher des solutions en fait. Mais le moteur, pour moi en tout cas, d'écrasement du capitalisme, c'est vraiment l'aspect matériel, c'est-à-dire la difficulté de la reproduction matérielle, entraîne les gens à rompre avec le truc, quoi. Et donc, aujourd'hui, le capitalisme nous amène vers l'effondrement, mais en même temps, il garantit des moyens de reproduction matérielle aux ingénieurs. Et donc, du coup, je pense que leur potentiel révolutionnaire, il est nul, en fait. Parce que c'est ce que je vois, en tout cas, moi, dans les collectifs de travail dans lesquels je suis, on est à chaque fois 2 ou 3 sur 10, 15, 20 à avoir une conscience politique. Et donc, c'est extrêmement compliqué de mobiliser. C'est extrêmement compliqué de même pousser l'idée de la syndicalisation en dehors de grosses structures. C'est vraiment... j'y crois pas trop. Bah ouais, carrément. J'y crois même pas du tout. Et je pense que la solution, elle n'est pas là. Quoi. Vraiment pas. Il n'y a aucun moment. Donc voilà, c'est ça. Moi, je vais intervenir, parce que je travaille au même endroit que Pierre, et puis on fait partie de la même section syndicale. Après, l'important, c'est d'essayer de convaincre,
de porter cette connaissance. Où que tu la fasses finalement, peu importe. Moi je travaille dans une grande boîte. Alors, moi j'ai toujours, donc j'ai bientôt arrêté, mais dès que j'ai commencé, je me suis dit mais comment je vais tenir là-dedans quoi. C'est invraisemblable, ça n'a pas de sens. Donc après j'ai fait du syndicalisme, j'ai trouvé des façons de faire, parce que j'ai l'impression, l'avantage d'être dans une grande boîte, c'est que tu as des collègues, et je trouve qu'il y a de plus en plus de collègues qui entendent ce qu'on dit. Faut prendre conscience, moi je suis persuadé qu'on a quand même un poids vachement important, hein, donc moi